Mesdames, messieurs, bonsoir. Hutu, qu'est-ce que cela signifie, et Tutsi, qu'est-ce que cela signifie? S'il est en effet une chose qui distingue les recherches actuelles des savants des travaux de leurs prédécesseurs, c'est d'avoir reconnu cette question comme extrêmement complexe. Parler des Hutus, des Tutsis, c'est donc évoquer ce qu'il est convenu d'appeler au Rwanda les ethnies. À ce moment, en général, en Occident, il y a toujours une surprise dans l'assistance quand je dis que très simplement, il n'y a aujourd'hui aucun ethnologue vivant qui accepte de considérer dans les Hutus et les Tutsis deux ethnies distinctes. Ils ne réunissent à peu près aucun des grands critères qui sont généralement convoqués pour différencier ainsi des groupes de population humaine. Faudrait-il alors recourir à un mot beaucoup plus lourd encore de sens? Faudrait-il dire qu'il s'agit de races différentes? À la fin du XIXe siècle et au XXe siècle débutant, tout le monde partage une même conviction que l'humanité est divisée en races, sous-groupes raciaux, sous-groupes, et qu'à chacun de ces groupes sont attachées des qualités morales et intellectuelles intrinsèques, comme par nature. Alors pour le Rwanda, ça donne que le Tutsi, eh bien c'est un individu immense, une espèce de géant, très maigre, avec le front haut, le nez mince, les lèvres fines. Sa peau n'est pas vraiment noire, elle est très pâle, un peu cuivrée. Il a un maintien noble, des manières élégantes, et avec cela, il est très intelligent, mais rusé, hypocrite, menteur, cruel, paresseux, et dont beaucoup d'ouvrages ajoutent naturellement fait pour le commandement. Le Hutu, c'est le nègre commun. C'est le nègre ordinaire, c'est-à-dire un individu à la peau très très noire, à la face plutôt ronde, au nez épaté, aux lèvres énormes. Et avec cela, il est doté ou affligé, comme on voudra, d'un caractère assez puéril, un peu enfantin. Il est joyeux si on est bon avec lui, travailleur si on est un peu sévère, etc. Et, important, beaucoup d'ouvrages, et notamment les revues missionnaires, écrivent facilement chrétien. Et le Twa, eh bien le Twa est une créature semi-simiesque, un demi-singe, laid, sale, brutal, féroce, fait pour les basses œuvres. Si on oublie maintenant ses qualités morales et intellectuelles intrinsèques, pour s'en tenir au descriptif physique, cela correspond à une part de réalité. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage d'individus dans chacune de ces catégories identitaires qui correspond à cette description. D'où viennent ces différences? C'est précisément encore un terrain ouvert à la recherche. Quoi qu'il en soit, si ces différences existent, il faut dire qu'elles sont aussi relatives. Et que si, Madame Bibibi, vous allez vous poster au coin d'une rue très passante ici à Kigali, ou à Butare, ou à Gikongoro, où vous voudrez, et que vous regardez la foule, vous allez voir des individus qui vous paraîtront clairement situables. Il faudrait vérifier. Mais vous allez aussi en rencontrer beaucoup qui vont vous plonger dans des abîmes de perplexité. Voilà quelqu'un de très grand, très mince, ça doit être un Tutsi, oui, mais il a la peau tellement noire, il a un gros nez, des grandes lèvres. Et en voilà un, à la peau tellement claire, elle est presque jaune, le nez très fin, les lèvres minces, oui, mais il est tout petit et très gros. Mais la meilleure preuve que pour eux également, ça n'est pas toujours évident, loin de là, c'est le génocide. Ce sont ces Tutsis qui avaient la chance d'avoir une carte d'identité Hutu, du marché noir de cartes d'identité, et qui n'avaient pas du tout le type, et qui ont pu tromper des barrières. Et puis,
Précisément, si les différences raciales sont si évidentes, pourquoi fallait-il contrôler cette carte d'identité? Enfin, et pour en terminer avec cette notion, quand on a fait ces grands recensements où on a étiqueté tout le monde, il y a eu des cas qui n'étaient pas évidents, qui n'étaient pas clairs, ou des individus qui n'ont pas donné les renseignements, et l'administration belge a tranché au nombre de vaches. Donc 10 vaches et plus, Tutsi, moins de 10 vaches, Hutu. Et ainsi, et ce n'est pas un exemple de livre, nous connaissons des gens, des frères ont été racialement étiquetés différemment et désormais pour toujours. Les termes d'ethnie, de race ne correspondent nullement aux catégories identitaires de la population rwandaise. La persistance de l'emploi de ces termes, à l'époque de la colonie comme à l'époque des républiques, c'est une instrumentalisation politique à des fins de domination. Elles sont sans réalité. Arrive un moment fondamental, au début des années 20, quand un prêtre, un père blanc, la congrégation missionnaire principale, Léon Clase, qui va devenir le vicaire apostolique plus tard du Rwanda, Monseigneur Léon Clase, écrit au vice-gouverneur de l'époque, Charles Voisin, et lui dit, voilà, il nous faut tout miser sur la jeunesse Tutsi. C'est avec eux qu'on va administrer le pays, et ce sont eux qu'il faut privilégier. Léon Clase va déjà très loin là-dedans, dans cette lettre, et il préconise par exemple non seulement que les jeunes Tutsis et les jeunes Hutus reçoivent une éducation différente, mais soient élevés dans des locaux séparés. Et l'administration belge va suivre le missionnaire. Le Rwanda était un pays extrêmement bien administré, mais comme tous les pays anciens, avec une structure très compliquée. Il y avait des chefs de terre, des chefs de pâturage, des chefs de collines. Les Belges ont détruit tout cela et ont mis partout à l'européenne un chef, un sous-chef, un chef, un sous-chef. Tous ces chefs ont été Tutsis. Là où on n'avait jamais vu un chef Tutsi, on en a importé. Ce sont ces chefs auxquels la population a affaire. L'administrateur blanc reste lointain. Ce sont ces chefs qui organisent les corvées. Ce sont eux qui perçoivent les impôts. Ce sont eux qui rendent la justice jusqu'à un certain point, et notamment font administrer les châtiments corporels, la chicotte. Il y a là de quoi créer un très profond ressentiment. Et puis, d'un coup, tout va basculer. Arrivent les années 50, un vent d'indépendance souffle sur l'Afrique. Au Rwanda, qui veut et qui ne veut pas l'indépendance? Veulent l'indépendance. Le roi et sa cour, le roi se rebiffe. Une dizaine de milliers de petits privilégiés Tutsis qui forment des partis. Qui ne la veut pas? Bien sûr l'administration coloniale, mais également l'Église, parce que ces partis disent qu'ils vont séparer l'Église et l'État. Par conséquent, ces forces, s'appuyant sur ce qu'on ose à peine appeler une petite bourgeoisie Hutu, qui a réussi tant bien que mal à se faufiler à de petits postes de pouvoir après des dizaines d'années de tutsification, et dont le premier président de la future République, Grégoire Kayibanda, est un bon exemple, secrétaire de Monseigneur Pérodin. Sa propagande politique était d'ailleurs imprimée sur les presses du diocèse. Les forces conservatrices décident qu'il faut faire la révolution. Et personne ne prend garde à une chose qui relie directement 59 à 94. C'est que la cible de cette violence, soi-disant révolutionnaire, ce ne sont pas, comme ailleurs dans le monde, quand il y a révolution d'indépendance, le colon, les pouvoirs étrangers, ils l'organisent. Ce ne sont même pas les, disons plus ou moins 10 000 privilégiés Tutsis. D'abord, c'est le Tutsi. C'est déjà le Tutsi. Les Tutsis. Tous les Tutsis. Cette révolution, ce sont les premiers pogroms, les premiers massacres, incendies, pillages, première grande vague d'exilés. Suivront ensuite deux républiques. Sous ces républiques, les Hutus sont restés misérables, les Tutsis persécutés. Ces persécutions ont entraîné des exils. Les exilés ont cherché à rentrer dans leur pays, on le leur a toujours interdit. Ils l'ont donc tenté par la force, et chaque fois qu'ils l'ont tenté par la force, on a massacré les Tutsis de l'intérieur. Quand je dis massacre, je ne parle pas de peu d'événements. Voici la date des principaux massacres. 1959, 60, 61, 63, 66, 67, 73, 90, 92, 93, puis le génocide.
Comment se fait-il, sachant tout cela, que les pays occidentaux, les États-Unis, mais surtout bien sûr la Belgique et dans les dernières années la France, qu'ils aient rivalisé dans les offres de services techniques, financières, militaires, à un régime non seulement dictatorial et corrompu, mais coupable de violations systématiques, de crimes contre l'humanité d'envergure et répétés. Et peut-être y a-t-il un indice de réponse dans l'histoire, si l'on songe à l'acharnement diplomatique des Belges contre les Britanniques dans les années 20, pour garder à tout prix un mandat sur ces petits territoires, peu peuplés, à peu près dépourvus de toute richesse matérielle importante, parce que les Belges tenaient énormément à cette zone par rapport à un voisin immense, extrêmement peuplé et extraordinairement riche, le Congo. La suite de 1994 devait montrer que, pour le meilleur et pour le pire, le Rwanda et le Congo allaient avoir un destin lié. Est-ce que c'est dans cette crainte, la crainte de perdre leur influence là, que certains ont accepté plus ou moins inconsciemment le massacre d'1 million d'êtres humains? Murakoze, je vous remercie.